Chapitre 4. Y a-t-il de la lumière là-haut? Avant d'explorer plus avant ce que les animaux ressentent et ce qui les anime, une question mérite d'être à nouveau posée. Tout cela n'est-il pas tiré par les cheveux? Car parler de ressenti suppose l'existence de certaines structures cérébrales, du moins à en croire l'état actuel de la science. Chez l'homme, c'est le système limbique qui permet de vivre toute la palette du ressenti, qu'il s'agisse de la joie, du chagrin, de la peur ou du plaisir, et rend possible, avec d'autres zones du cerveau, les réactions corporelles correspondantes. Ces structures cérébrales remontent très loin dans l'histoire de l'évolution, si bien que nous les avons en commun avec nombre de mammifères, les chèvres, les chiens, les chevaux, les vaches, les cochons, la liste est longue. Et, d'après la recherche, elle comprend non seulement des mammifères, mais aussi des oiseaux et même des poissons, qui, selon la classification des biologistes, sont pourtant d'un niveau bien inférieur dans l'évolution. Concernant ces animaux aquatiques, les recherches sur la douleur ont permis d'approcher le champ des émotions. Une question a servi de déclencheur. Les poissons peuvent-ils sentir les blessures causées par l'hameçon quand on les pêche? Ce qui est peut-être une évidence pour vous fut longtemps considéré comme invraisemblable. Quand on voit des chalutiers remontant des filets pleins à craquer d'habitants des mers en train de mourir à petit feu, quand on voit des truites frétiller au bout de la canne des amateurs de pêche sportive, on se demande, compte tenu du débat actuel sur la protection animale, comment la société peut tolérer de telles pratiques. Sans doute n'y a-t-il là derrière aucune malveillance, mais plutôt la croyance erronée selon laquelle les poissons seraient des créatures stupides, allant au hasard des rivières et des mers sans jamais rien sentir. Victoria Braithwaite, professeure à l'Université d'État de Pennsylvanie, a pourtant découvert tout autre chose. Il y a des années, elle avait déjà localisé une vingtaine de récepteurs de la douleur au niveau de la gueule, précisément là où l'hameçon se fiche. Mais cela ne prouvait qu'une chose, qu'il n'est pas impossible que le poisson ressente la douleur. La chercheuse a donc stimulé ces zones en y donnant des coups d'épingle, déclenchant des réactions dans le télencéphale, là où sont traités, comme chez nous, les stimuli douloureux. Il est donc à peu près prouvé que les blessures font souffrir les poissons. Mais qu'en est-il des émotions? De la peur, par exemple. Chez l'homme, elle naît dans la zone du cerveau appelée l'amygdale. On le sait depuis peu, même si on le supposait depuis longtemps. Ce n'est qu'en janvier 2011 que des chercheurs de l'université de l'Iowa publièrent leurs conclusions sur le cas d'une patiente qu'ils nommèrent SM. Cette femme avait peur des araignées et des serpents, jusqu'au jour où, à cause d'une maladie rare, des cellules de son amygdale furent détruites. C'était fort triste évidemment pour SM, mais pour les scientifiques, c'était une occasion unique d'examiner les effets provoqués par la défaillance de cet organe. Ils accompagnèrent SM dans une animalerie où elle fut confrontée aux objets de sa peur. À l'inverse de sa réaction habituelle, la femme put toucher les animaux et ne ressentit, selon ses propres dires, que de la curiosité, sans la moindre peur. C'est ainsi que le siège de la peur put être localisé de manière irréfutable chez l'homme. Mais qu'en est-il chez les poissons? Manuel Portabella Garcia et son équipe de l'université de Séville ont trouvé des structures comparables dans leurs aires cérébrales externes. Chez nous, le centre de la peur se trouve tout en bas, à l'intérieur du cerveau, là où personne n'avait encore cherché. Ils ont exercé des poissons rouges à quitter précipitamment un coin de leur aquarium dès qu'une lampe verte s'allumait. S'ils ne le faisaient pas, ils recevaient une décharge électrique. Puis les chercheurs ont paralysé chez les poissons une partie du cerveau, le télencéphale. Celui-ci a, comme notre amygdale, la fonction de centre de la peur, et sa mise hors circuit eut le même effet que chez l'homme. Les poissons rouges ignorèrent la lumière verte et cessèrent d'avoir peur.
Les chercheurs en conclurent que les poissons et les vertébrés terrestres ont reçu en héritage les mêmes structures cérébrales de leurs ancêtres communs, lesquels vivaient tout de même il y a 400 millions d'années. Le hardware du ressenti existe donc depuis belle lurette chez les vertébrés. Mais est-ce pour autant qu'ils ressentent la même chose que nous, ou presque? Bien des éléments l'indiquent. Nous savons même de façon sûre que les poissons sécrètent de l'oxytocine, une hormone qui, chez nous, renforce non seulement le bonheur maternel, mais aussi l'amour à l'égard d'un partenaire. Est-il possible que les poissons aiment et soient heureux? Même si nous ne pouvons le prouver, du moins dans l'immédiat, pourquoi, dans le doute, toujours soutenir des hypothèses négatives? La science persiste à nier les sensations animales, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de faire autrement. Ne vaudrait-il pas mieux, par principe de précaution, partir de l'hypothèse inverse, afin de ne pas infliger de souffrances inutiles aux animaux? Dans les chapitres précédents, j'ai décrit à dessein les émotions et les sensations telles que nous, humains, les éprouvons. Car c'est le seul moyen pour commencer à comprendre ce qui se passe dans la tête des animaux. Même si leur structure cérébrale diffère des nôtres, entraînant sans doute un vécu différent, cela ne signifie pas pour autant qu'il leur soit fondamentalement impossible de ressentir. Simplement, pour certaines espèces, il nous est plus difficile de l'imaginer. C'est le cas par exemple pour la mouche du vinaigre, dont le système nerveux central, avec ses 250 000 cellules, est 400 000 fois plus petit que le nôtre. De si minuscules créatures, aux capacités si réduites, peuvent-elles vraiment ressentir quoi que ce soit? A fortiori, posséder une conscience. Ce dernier point serait tout à fait passionnant à étudier, mais la science n'est, hélas, pas encore en mesure d'apporter une réponse définitive à cette question. Et ce, notamment, parce que le terme de « conscience » est mal défini. Il renvoie, grosso modo, à la pensée, à la réflexion sur ce que l'on vit ou lit. En ce moment, par exemple, vous réfléchissez à ce texte, donc vous avez une conscience. Or, chez la mouche du vinaigre, avec son tout petit cerveau, les conditions nécessaires au développement d'une conscience ont bien été observées. D'innombrables stimuli environnementaux affluent à tout instant sur la petite créature, comme sur nous. Le parfum d'une rose, les gaz d'échappement, la lumière du soleil, un souffle de vent, tout est enregistré par ces cellules nerveuses, qui ne sont pas coordonnées les unes avec les autres. Mais comment la mouche fait-elle pour sélectionner l'essentiel dans ce flot, pour qu'aucun danger, aucune succulente bouchée ne lui échappe? Son cerveau traite les informations et veille à ce que les différentes aires synchronisent leurs activités, renforçant ainsi certains stimuli au détriment des autres. Ce qui est intéressant se détache des milliers d'impressions ambiantes. La mouche est donc capable, tout comme nous, de diriger son attention sur certaines choses en particulier. Comme le minuscule insecte se déplace à la vitesse de l'éclair, une multitude d'images fuse chaque seconde vers ses yeux aux quelques 600 facettes. Une telle quantité d'informations paraît presque ingérable, et pourtant, c'est une question de survie pour la mouche. Tout ce qui bouge pourrait être un ennemi affamé. Le cerveau de la mouche laisse donc les images fixes se brouiller et ne fait la netteté que sur les objets qui bougent. On pourrait dire, en somme, qu'elle se concentre sur l'essentiel. Une faculté dont nous n'aurions sûrement pas cru capable une si petite créature. Nous faisons de même d'ailleurs. Notre cerveau ne laisse pas accéder à notre conscience toutes les images que voient nos yeux, mais seulement celles qui ont une importance pour nous. Les mouches ont-elles pour autant une conscience? Les scientifiques se gardent de l'affirmer, mais leur capacité à diriger activement leur attention peut, en tout cas, être considérée comme certaine. Revenons aux structures cérébrales des différentes espèces. Même les vertébrés inférieurs disposent des organes de base, mais pour ressentir aussi bien que nous, il en faut davantage. On lit un peu partout qu'il faut un système nerveux central tel que le nôtre
pour que surviennent des émotions intenses et conscientes. L'accent étant mis sur « consciente ». Les sillons de notre organe de la pensée délimitent, dans sa couche supérieure, le néocortex, la partie du cerveau la plus récente dans l'histoire de l'évolution. C'est le siège de la perception et de la conscience, c'est là que se forme la pensée. Or, chez l'homme, cette zone est plus développée que chez les autres espèces. Autant dire que le sommet de la création se trouve sous notre calotte crânienne. Il est donc logique, n'est-ce pas, que les autres créatures de cette planète ressentent moins les émotions et ne soient pas aussi intelligentes que nous. C'est ainsi que Robert Arlinghaus, titulaire de la première chaire de pêche à l'université Humboldt de Berlin, affirme dans une interview au Spiegel que les poissons souffrent à peine des blessures causées par l'hameçon, puisque, faute de néocortex, ils ne peuvent ressentir consciemment. Outre que d'autres chercheurs disent le contraire, ces propos tiennent davantage de la défense partisane d'un hobby que d'une appréciation scientifique objective. Les gourmets n'argumentent pas autrement chaque année, à la période de Noël, quand il s'agit de régaler leurs invités de délicieux crustacés. Par exemple, de homards, un mets de luxe servi sur un plateau après avoir été cuit vivant jusqu'à virer au rouge vif. Alors que les vertébrés doivent être tués avant d'être préparés, il est permis de jeter à même la marmite d'eau bouillonnante des crustacés à peine étourdis. Plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que la chaleur, pénétrant l'intérieur du corps, ne détruise les sensibles ganglions nerveux. Vous avez dit douleur ? Comment ça ? Sans colonne vertébrale, les crustacés ne peuvent pas souffrir. C'est du moins ce que l'on prétend. La structure de leur système nerveux étant différente de celle des espèces dotées d'un squelette, la douleur est encore plus difficile à prouver chez eux que chez ces dernières. Ceux qui, parmi les scientifiques, soutiennent l'industrie alimentaire affirment que les réactions de ces animaux ne sont que des réflexes. Le professeur Robert Elwood de l'université de Belfast leur rétorque: contester que les crustacés puissent ressentir de la douleur au seul motif qu'ils n'ont pas la même anatomie que nous, c'est comme prétendre qu'ils ne peuvent rien voir faute de cortex visuel, l'une des aires cérébrales chez l'homme. De plus, agir par réflexe n'interdit pas la douleur, comme chacun peut en faire l'expérience au contact d'une clôture électrique. Si vous posez la main dessus et que vous prenez le jus, vous êtes obligé de la retirer en une fraction de seconde, que vous le vouliez ou non. C'est un pur réflexe qui intervient sans la moindre réflexion, ce qui n'empêche pas la décharge électrique de faire très mal. Est-ce vraiment la prérogative de l'homme de ressentir intensément et éventuellement consciemment? L'évolution n'est pas aussi déséquilibrée que nous le pensons. L'espérons, parfois. Les oiseaux, dont le cerveau peut être minuscule, nous montrent qu'il existe d'autres voies menant à l'intelligence. Car depuis l'époque des dinosaures, que l'on considère comme leurs ancêtres, leur évolution prend une direction différente de la nôtre. Sans néocortex, ils sont capables d'accomplir des prouesses mentales que je décrirai plus tard. Une zone de leur cerveau, appelée crête dorso-ventriculaire, DVR pour Dorsal Ventricular Ridge, assume des tâches et des fonctions semblables à celles dont se charge notre cortex cérébral. Tandis que le néocortex humain présente une structure par couche, son pendant chez l'oiseau se compose de petits blocs, ce qui a longtemps nourri le doute quant à leur capacité. Or, on sait aujourd'hui que le corbeau et d'autres espèces vivant en société ont les facultés mentales de primates, quand ils ne les dépassent pas. Voilà une nouvelle preuve que, face à l'incertitude, la science est trop prudente sur la question du ressenti des animaux, auquel elle conteste également nombre de capacités mentales jusqu'à preuve indiscutable du contraire. Ne pourrions-nous pas faire l'inverse et reconnaître simplement, et tout aussi justement, que nous ne savons pas? Avant de clore ce chapitre, j'aimerais vous présenter une dernière créature de nos forêts qui n'a pas de tête au sens premier du terme,
Vous la trouverez parfois sur du bois en décomposition, où elle forme un petit tapis ondulé de couleur jaune. C'est un champignon. Attendez, ce livre n'est-il pas censé traiter des animaux? Si, mais le fait est que l'on ne sait pas trop dans quelle catégorie ranger ce champignon. Les champignons en général, qui ne sont ni des animaux ni des plantes, mais forment un troisième règne, sont de toute façon difficilement classables. Comme les animaux, les champignons se nourrissent de la substance organique d'autres êtres vivants. De plus, leurs parois cellulaires se composent de chitine, comme l'enveloppe externe des insectes. Et les myxomycètes, qui forment le fameux tapis jaune sur le bois mort, peuvent même se déplacer. Telles des méduses gélatineuses, ces créatures sont capables de s'échapper la nuit des bocaux dans lesquels elles sont conservées. Ce pourquoi les biologistes les ont finalement exclus du règne des champignons pour les rapprocher des animaux. Alors, bienvenue dans ce livre. Certaines espèces de myxomycètes intriguent tellement les chercheurs qu'elles sont régulièrement étudiées en laboratoire. Physarum polycéphalum, c'est son nom à rallonge en latin, mais elle est plus connue sous le nom de blob, est l'une d'elles et adore les flocons d'avoine. Cette créature n'est en réalité qu'une unique cellule géante au noyau innombrable qui a donné lieu à cette expérience connue. Placée par des chercheurs dans un labyrinthe à 2 issues, avec de la nourriture à l'une des extrémités en guise d'appât, le myxomycète s'étale dans les galeries et finit par trouver la bonne sortie au bout d'une centaine d'heures. Il utilise, semble-t-il, sa propre trace visqueuse pour savoir où il est déjà passé en vain et éviter les zones en question. Cette faculté naturelle a une utilité évidente. La créature sait, de cette façon, où elle a déjà cherché de la nourriture et où elle n'en trouvera plus. Se dépatouiller sans cerveau dans un labyrinthe, il faut déjà le faire. Si bien que les scientifiques reconnaissent quand même à cette créature raplapla une forme de mémoire spatiale. La palme revient à des chercheurs japonais qui ont construit un labyrinthe reproduisant les grandes artères de la ville de Tokyo. Les principaux quartiers et les sorties étaient signalés par de la nourriture. Le myxomycète, placé à l'intérieur, se mit en route. Et quand il eut parfaitement relié entre elles les sorties par le chemin le plus court, la surprise fut de taille. Le tracé correspondait pour l'essentiel au réseau ferroviaire de la mégalopole. Le cas des myxomycètes me plaît beaucoup, car il montre qu'il en faut bien peu pour renverser l'idée solidement ancrée d'une nature primitive où évolueraient des animaux bêtes et insensibles. Car les structures décrites précédemment font complètement défaut à ces étranges créatures. Si des espèces unicellulaires ont déjà une mémoire spatiale et sont capables de venir à bout de tâches aussi complexes, combien de facultés et de ressentis insoupçonnés peuvent bien cacher des animaux ne possédant ne serait-ce que 250 000 cellules cérébrales, comme la mouche du vinaigre, dont nous avons fait la connaissance. Dès lors, on ne s'étonnera plus que des oiseaux et des mammifères, bien plus proches de l'homme en matière de structure corporelle et cérébrale, possèdent la même palette de ressentis que nous.